Des enfants abandonnent leurs parents avec seulement une poule, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dans la valise. Odette Durand sentait ses jambes trembler, tandis qu'elle regardait ses 3 fils monter en voiture et partir sans un regard en arrière. À côté d'elle, une vieille valise en cuir craquelée et une poule blanche qui picorait nerveusement la terre humide du chemin. « Maman, tu vas comprendre que c'est pour votre bien », avait dit Mathieu, le fils aîné, à peine une demi-heure plus tôt. « La maison est déjà vendue. L'argent garantira que vous ne manquiez de rien. » Marcel Durand, son mari depuis 52 ans, tenait le bras d'Odette tandis qu'elle serrait la poule contre sa poitrine. Le crachin commençait à tomber sur le chemin de terre qui traversait la campagne de Beauregard, au cœur du Cantal. Le manteau noir d'Odette était trempé, tout comme la casquette grise de Marcel. « Ils sont vraiment partis, Marcel, » murmura Odette, la voix brisée. « Ils nous ont laissés ici comme si nous n'étions rien. Calme-toi, ma chère Odette. »« Nous allons trouver une solution, » répondit Marcel, mais ses yeux trahissaient le désespoir qu'il tentait de cacher. La poule, qu'Odette appelait tendrement Espérance, était la seule qui restait des 12 qu'ils élevaient dans leur cour. Les autres avaient été vendus avec tout le reste. Mathieu, Christophe et Julien avaient tout décidé sans consulter leurs parents. Ils avaient vendu la petite ferme, où le couple avait vécu pendant plus de 30 ans, prétextant qu'ils n'avaient plus les moyens de s'occuper de l'endroit. « Nous avons travaillé toute notre vie sur cette terre, » murmura Odette, serrant Espérance plus fort. « Je vous ai élevés tous les 3 en vendant des œufs, en faisant des confitures maison pour les vendre au marché. Et maintenant, c'est nous qui ne servons plus à rien. » Marcel regarda la valise que Mathieu avait laissée par terre. C'était la même valise qui avait appartenu à son père, vieille et usée par le temps. Dedans, selon Mathieu, il y avait quelques vêtements et des documents importants, rien de plus. Les fils avaient promis d'envoyer une somme chaque mois, suffisante pour payer une petite chambre en ville. La route était déserte. D'un côté, des champs de blé s'étendaient à perte de vue. De l'autre, une vieille clôture délimitait un pâturage où quelques vaches broutaient indifférentes au drame humain. Le ciel gris semblait peser sur les épaules courbées d'Odette. « 52 ans, Marcel, » dit-elle, les larmes se mélangeant à la pluie sur son visage ridé. 52 ans à tout construire ensemble, et ils ont tout défait en un après-midi. « Ce n'est pas seulement la maison qu'ils ont vendue, » répondit Marcel d'une voix rauque. « C'est notre vie entière qu'ils ont bradée. » Espérance donna un coup de bec dans le bras d'Odette, comme si elle comprenait la douleur de sa maîtresse. La poule blanche était plus qu'un animal pour le couple. C'était la compagne des matins dans la cour, celle qui prévenait quand une visite arrivait, celle à qui Odette parlait en ramassant les œufs. Le bruit d'un moteur leur fit lever la tête. Un vieux camion apparut au tournant, soulevant une poussière qui se collait au crachin. Le véhicule ralentit et s'arrêta à côté d'eux. Un homme d'une 50aine d'années, la barbe mal rasée et une casquette sale de graisse, passa la tête par la fenêtre. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il, observant le couple trempé et la valise au sol. Odette essuya ses larmes du dos de sa main libre, tentant de garder sa dignité. « Nous allons en ville » répondit-elle d'une voix chancelante. Le camionneur regarda autour de lui. Pas de maison à proximité, pas de voiture, rien que la route vide et les 2 vieux trempés. « Montez, je vais jusqu'à Beauregard. Je peux vous déposer au centre » offrit-il, ouvrant déjà la portière. Marcel prit la lourde valise et aida Odette à monter dans la cabine. Espérance s'installa sur ses genoux, étonnamment calme. Le camionneur se présenta comme étant Henri, un transporteur de grains qui faisait cette route depuis plus de 20 ans. « Excusez ma curiosité, mais que vous est-il arrivé ?» se demanda Henri après quelques minutes de silence, seul le bruit du moteur remplissant l'espace. Odette prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait garder le silence, garder la douleur et la honte, mais une autre partie, plus grande et plus fatiguée, avait besoin de se confier. « Nos fils ont vendu notre maison sans nous demander notre avis, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Ils ont dit que c'était pour notre bien, que nous ne pouvions plus nous occuper de tout seuls. Et ils ne nous ont pas demandé où nous voulions vivre. » Henri semblait sincèrement choqué. « Ils ont dit qu'ils enverraient un peu d'argent chaque mois pour que nous louions un endroit en ville. » Intervint Marcel avec une amertume évidente. « Comme si c'était si simple de nous arracher à notre vie et de nous jeter n'importe où. » Chers spectateurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Continuons. Odette caressa les plumes douces d'Espérance. La poule était tout ce qui restait de la vie qu'il connaissait.
Les poules avaient toujours fait partie de sa routine. Depuis son enfance, quand elle aidait sa mère à la ferme, elle avait appris à s'en occuper, à comprendre leurs bruits, leurs manières. C'est en vendant des œufs qu'elle avait pu aider aux dépenses lorsqu'elle s'était mariée avec Marcel, encore très jeune. « Vous avez un endroit où aller ?» demanda Henri, inquiet. « Les garçons ont parlé d'une pension près de la gare routière, » répondit Marcel. « Chez Madame Dubois, vous connaissez ?»« Je connais, oui. C'est une pension simple, mais la patronne est une bonne personne. » Henri fit une pause. « Il y a juste un problème. Elle n'accepte pas les animaux. » Odette serra Espérance contre sa poitrine. Une nouvelle vague de désespoir l'envahit. « Je ne me séparerai pas d'Espérance, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « C'est tout ce qui me reste. » Henri observa le couple dans le rétroviseur. On voyait que c'étaient de braves gens, des travailleurs honnêtes que la vie avait piétinés. Cela toucha quelque chose en lui, lui rappelant ses propres parents qui avaient eux aussi vieilli en travaillant à la campagne. « Écoutez, voilà ce que je vais faire, » dit-il. « Je vais vous déposer à la pension. Si Madame Dubois fait des histoires pour la poule, je lui parlerai. On trouvera une solution. » La pluie redoubla d'intensité tandis que le camion franchissait l'entrée de Beauregard. La petite ville avait des rues pavées, de vieilles maisons à colombages et quelques constructions plus récentes en briques. Le commerce se concentrait sur 2 rues principales et la pension se trouvait dans une ruelle près de l'ancienne gare routière. Henri se gara devant une vieille maison à 2 étages, peinte d'un jaune délavé. Une plaque de bois suspendue sur la véranda annonçait « Pension Dubois, chambres et repas ». Odette regarda l'endroit qui serait son nouveau foyer et sentit son cœur se serrer. « Je viens avec vous, » dit Henri en coupant le moteur. « Madame Dubois me connaît depuis des années. » Tous 3 descendirent du camion. Marcel portait la lourde valise, Odette tenait Espérance et Henri marchait devant. La porte de la pension grinça en s'ouvrant. Une femme d'une 60aine d'années, les cheveux relevés en un chignon serré et un tablier à fleurs, apparut de la cuisine. Henri, quelle surprise! Le salua-t-elle, mais son attention se tourna rapidement vers le couple trempé et la poule. « Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Madame Dubois, voici Monsieur Marcel et Madame Odette, » présenta Henri. « Ils ont besoin d'une chambre et, avant que vous ne disiez quoi que ce soit sur la poule, je vous explique. » Madame Dubois croisa les bras, le front légèrement plissé. Elle n'était pas méchante, mais elle avait ses règles à la pension. « Henri, tu sais bien que je n'accepte pas d'animaux ici. J'ai déjà eu des problèmes avec ça. »« Je sais, » s'empressa de dire Henri. « Mais ce n'est pas une situation ordinaire. Leurs fils ont vendu leur maison sans les prévenir et les ont laissés sur la route. La poule, c'est tout ce que Madame Odette a pu sauver. » Odette sentit son visage brûler de honte. Elle était là, une femme de 68 ans, dépendant de la bonté d'étrangers, suppliant pour un toit et pour pouvoir garder sa poule. Comment la vie avait-elle pu en arriver là? « S'il vous plaît, » dit Odette à voix basse. Espérance est très calme. Vous ne remarquerez même pas sa présence. Je nettoierai tout, elle ne donnera aucun travail. Madame Dubois regarda cette dame aux cheveux blancs défaits, mouillée par la pluie, tenant une poule comme si c'était un bébé. Il y avait quelque chose dans cette scène qui toucha son cœur, malgré la dureté qu'elle essayait de maintenir. « La chambre coûte 150 € la semaine. Avec le petit déjeuner, » dit-elle en soupirant. « Avec la poule, 170. »« Nous acceptons, » répondit Marcel rapidement, avant qu'elle ne puisse changer d'avis. « Mais la poule reste dans la chambre, hein? Je ne veux pas la voir picorer dans la pension, » compléta Madame Dubois en prenant déjà une vieille clé sur un crochet au mur. Henri aida à porter la valise jusqu'à la chambre au 2e étage. C'était une petite pièce, avec un lit double en fer, une vieille armoire et une fenêtre donnant sur une cour à l'arrière. Le papier peint se décollait dans certains coins, mais c'était propre. « Merci, mon garçon, » dit Odette à Henri, posant délicatement Espérance sur le plancher. « Vous avez été un ange aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Madame Odette. » Henri sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Mes parents aussi étaient de la campagne. Je sais combien cette transition est difficile. » Il hésita. Puis il sortit un billet de 50 € de sa poche. « Tenez, pour aider avec les premières dépenses. »« Non, mon jeune, il ne faut pas, » tenta de refuser Marcel. « J'insiste. » Henri mit l'argent dans la main de Marcel. « Et écoutez, je passe par ici chaque semaine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le à Madame Dubois, elle me le fera savoir. » Après le départ d'Henri, le couple se retrouva seul dans la petite chambre. La pluie tambourinait sur le toit et Espérance picorait, curieuse, dans les coins. Odette s'assit sur le lit,
laissant enfin les larmes couler librement. « Qu'allons-nous faire, Marcel ?» sanglota-t-elle. « Que l'argent qu'ils vont envoyer suffira à peine à payer la pension et à manger. » Marcel s'agenouilla devant sa femme, prenant ses mains ridées. « On s'en est toujours sorti, ma chère Odette, toujours. Et on va s'en sortir encore, dit-il, mais sa propre voix flanchait avec l'incertitude. Odette regarda autour d'elle dans la chambre. Leurs vêtements étaient trempés. La vieille valise dans le coin semblait aussi désemparée qu'eux, et Espérance était le seul morceau familier dans cet endroit étranger. « Tu te souviens quand on s'est mariés ?» dit Odette, essayant de puiser de la force dans les souvenirs. « On n'avait rien. On vivait dans cette petite pièce au fond de la maison de tes parents. Et tu as pleuré la première nuit, en disant que tu avais peur qu'on meure de faim. » Marcel sourit légèrement, séchant les larmes de sa femme avec son pouce. « Et tu m'as promis que tu travaillerais dur pour qu'on ne manque jamais de rien. » Odette toucha son visage. « Et tu l'as tenu, Marcel. Tu as travaillé toutes ces années. Et toi aussi. Tu te levais avant le soleil pour faire des pâtisseries, tu t'occupais du potager, tu élevais les poules. » Marcel l'embrassa sur le front. « Nous étions une équipe, toujours. » Espérance sauta sur le lit, se blottissant entre eux comme pour participer à ce moment. Odette caressa les plumes de la poule, trouvant du réconfort dans ce geste familier. « Ouvrons cette valise, voyons ce que Mathieu y a mis, » suggéra Marcel en se levant. Il traîna la vieille valise près du lit. Les serrures étaient rouillées et il eut du mal à les ouvrir. Quand il y parvint enfin, le cœur d'Odette se serra. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vieux vêtements à eux. 2 pantalons de Marcel, 3 robes simples d'Odette, des sous-vêtements, un manteau. Au fond, une enveloppe blanche. Marcel la prit et l'ouvrit avec des doigts tremblants. C'était une lettre tapée à la machine, froide et directe. « Papa et maman, nous avons pris la décision de vendre la ferme car vous n'avez plus les moyens de l'entretenir. L'argent de la vente sera investi pour garantir un revenu mensuel de 800 € que nous enverrons chaque 5 du mois. Nous espérons que vous comprenez que c'était pour votre bien. N'essayez pas de nous contacter ou de créer des problèmes, car tout a été fait légalement. Mathieu, Christophe et Julien. » Odette arracha la lettre des mains de Marcel et la déchira en petits morceaux, la colère l'emportant enfin sur la tristesse. « 13 €, cria-t-elle. « Et ils pensent qu'on vit avec 800 € par mois, et ils nous disent de ne pas créer de problème, comme si nous étions des enfants désobéissants. » Marcel n'avait jamais vu sa femme aussi indignée. Odette avait toujours été la calme, celle qui acceptait les situations avec résignation, mais c'en était trop. « 52 ans à élever ces gamins, » continua Odette, la voix tremblant d'émotion. « Le Mathieu, quand il est né, il a failli m'emporter. Je suis resté 3 jours en travail. Et quand les médecins disaient qu'il n'allait pas survivre, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai tout promis pour qu'il vive. Je sais. À ma chère. Et Christophe. » Odette ne s'arrêta pas quand il est tombé malade à 6 ans. Cette fièvre que personne ne savait ce que c'était. Qui est resté des nuits et des nuits éveillé à son chevet? Qui a vendu ses alliances en or pour payer le médecin privé? Marcel baissa la tête. Il s'en souvenait aussi. Il se souvenait de chaque difficulté surmontée ensemble. Et Julien, le Benjamin. La voix d'Odette s'adoucit, mais toujours chargée de douleur. Quand il a voulu étudier en ville, faire l'école technique, qui se levait à 4 heures du matin pour faire du pain et le vendre au marché pour payer son bus et ses livres. Toi, ma chère Odette, toujours toi. Marcel s'assit à côté d'elle. Espérance se mit à picorer dans la valise avec insistance, ses pattes grattant la doublure intérieure. Le bruit attira l'attention de Marcel. « Qu'y a-t-il, ma petite ?» dit-il, observant la poule. Espérance continuait de picorer, toujours au même endroit au fond de la valise. Marcel s'approcha, curieux. Il y avait quelque chose d'étrange. La doublure semblait lâche à un endroit. « Odette, viens voir ça », l'appela-t-il. Odette s'approcha, séchant encore ses larmes. Marcel passa ses doigts sur la doublure et sentit qu'il y avait une ouverture mal cousue. Avec précaution, il tira le tissu. Il y avait un compartiment caché. À l'intérieur, une enveloppe jaunie par le temps avec plusieurs documents. Marcel sortit le tout avec des mains tremblantes. C'étaient de vieux papiers, certains se désagrégeant presque. Odette s'assit à côté de lui pendant qu'ils examinaient. « C'est l'écriture de ton père », dit Odette, reconnaissant la calligraphie sur l'un des documents. Marcel acquiesça. Son père était décédé il y a 15 ans, quand il avait à peine 55 ans. Ça avait été un coup dur à l'époque, mais la vie avait dû continuer. Titre de propriété rurale, lut Marcel à voix haute. Commune de... dans le Var, lot 47 de l'ancien domaine de l'Espérance.
Odette écarquilla les yeux. « Domaine de l'Espérance? Ton père avait des terres dans le Var, je ne savais pas. » Marcel continua à lire. « Il est dit qu'il y a 12 hectares, daté de 1978. Mais c'était avant qu'on se marie. » Odette prit un autre document. « Marcel, il y a une lettre ici. » C'était une lettre écrite à la main jaunie et à l'encre délavée. Marcel reconnut immédiatement l'écriture de son père, celle qu'il avait vue sur tant de listes de courses et de notes de travail. « Mon fils Marcel, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Je veux que tu saches que j'ai toujours essayé de te donner le meilleur. Ces terres dans le Var appartenaient à ma famille. Elles sont passées de mon grand-père à mon père, et de lui à moi. Quand j'ai épousé ta mère et que je suis venu dans le Cantal, j'ai laissé ces terres derrière moi. J'avais prévu d'y retourner un jour, mais la vie a passé. Maintenant, elles sont à toi, mon fils. Je ne sais pas dans quel état elles seront, mais c'est ton héritage. Prends-en bien soin. Ton père Joseph Durand. » Chers spectateurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Continuons. Le silence qui suivit était dense. Odette et Marcel se regardèrent, digérant la découverte. Espérance picora de nouveau dans la valise, comme si elle était fière d'avoir révélé le secret. « Marcel, tu savais ça ?» demanda Odette à voix basse. « Jamais. Mon père n'a jamais rien dit sur des terres dans le Var. » Marcel examina à nouveau les documents. Il a toujours été très réservé sur son passé. Il disait juste que sa famille venait de loin. Mais pourquoi t'a-t-il caché ça? Pourquoi ne t'a-t-il pas donné ses papiers avant? Marcel secoua la tête, confus. Je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait que ça ne m'intéresserait pas. Ou peut-être que les terres ne valaient rien et il ne voulait pas me donner de faux espoirs. Odette prit le titre de propriété et le lut avec attention. Il y avait des sceaux officiels, de vieux tampons, des signatures. Cela semblait légitime. Nous devons découvrir si cela vaut encore quelque chose, dit-elle, une étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. 15 ans se sont écoulés depuis le départ de ton père. Il se peut que les terres n'existent même plus ou que quelqu'un s'en soit emparé. Ou il se peut qu'elles soient vraiment à nous. Marcel sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une possibilité. Demain, il faut qu'on trouve quelqu'un qui s'y connaisse. Mais la nuit fut longue et pleine d'incertitudes. Odette parvint à peine à dormir, la tête tourbillonnant de questions. Et si les terres valaient quelque chose? Et s'ils pouvaient recommencer? Et si les enfants l'apprenaient? Le lendemain, après un petit déjeuner simple à la pension, Marcel demanda à Madame Dubois où il pourrait trouver un avocat. « Il y a Maître Gaspard dans la rue principale, dit-elle. Mais il est cher. Il y a aussi Maître Bernard près de l'église. Lui, il est plus abordable. » Ils décidèrent d'essayer avec Maître Gaspard. Le bureau se trouvait dans une vieille salle, au-dessus d'une petite épicerie. Ils montèrent un escalier en bois étroit qui grinçait à chaque marche. Odette avait laissé Espérance dans la chambre avec de l'eau et du grain. La porte avait une plaque. « Maître Ernesto Gaspard, avocat. » Marcel frappa et une voix rauque leur dit d'entrer. L'homme derrière le bureau était gras, d'une quarantaine d'années. Les cheveux huileux peignés en arrière et un costume qui avait connu des jours meilleurs. Il leva à peine les yeux quand ils entrèrent. « Dites-moi, dit-il, sans cesser d'écrire quelque chose dans un carnet. »« Bonjour, maître, » commença Marcel, tenant les documents. « Nous voulions un conseil au sujet de certaines terres. » Ernesto leva enfin le regard, évaluant le couple de personnes âgées aux vêtements simples. « Vous avez de quoi payer la consultation. »« Combien ça coûte ?» demanda Odette. « 100 € la consultation. Si je dois faire un travail quelconque, on verra après. » Marcel et Odette se regardèrent. Ils venaient de payer 170 € pour la semaine à la pension. Ils avaient les 50 d'âneries et 80 autres qu'ils avaient réussi à économiser. 100 €, c'était beaucoup, mais ils devaient savoir. « Nous payons, » dit Marcel en sortant l'argent de sa poche. Ernesto prit les billets et les garda dans le tiroir, sans les compter. Puis, il tendit la main pour prendre les documents. Il les examina rapidement. Mais Odette remarqua une lueur différente dans ses yeux quand il lut le titre de propriété. « Laissez-moi voir, » dit Ernesto, soudainement plus intéressé. « Vous êtes propriétaire de 12 hectares dans le Var. »« Il semble que oui, » répondit Marcel. « C'était à mon père. Il a laissé ses papiers cachés. »« Et que voulez-vous? Vendre, voir si ça vaut quelque chose. »« Nous voulons savoir si elles sont toujours à nous, » dit Odette. « Si nous pouvons encore en faire quelque chose. » Ernesto se renversa sur sa chaise, tambourinant des doigts sur le bureau.
Écoutez, je vais être honnête avec vous. Ces documents sont très anciens. Ça va donner du travail de vérifier s'ils sont toujours valides, s'il n'y a pas de dette en cours, si quelqu'un ne les a pas occupés, ce genre de choses. Et ça va aussi coûter de l'argent. Combien? Marcel sentit son cœur se serrer. Environ 2 ou 3 000 euros pour faire toutes les vérifications, entamer les démarches auprès des organismes compétents, ces choses-là. Ernesto haussa les épaules. Mais je peux faire quelque chose. Je peux garder ces documents, faire les vérifications à mes frais. Si ça marche et que les terres valent quelque chose, on partage moitié-moitié. Qu'en pensez-vous? Odette sentit quelque chose d'étrange. Cela ne lui semblait pas correct. Moitié-moitié? Répéta-t-elle. Mais les terres sont à nous. Oui, mais sans moi, vous n'arriverez pas à faire valoir ce droit. Ernesto sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Que c'est à prendre ou à laisser? Nous devons réfléchir, dit Marcel en tendant la main pour reprendre les documents. Mais Ernesto fut plus rapide. Il referma sa main sur les papiers. Vous avez déjà réfléchi. Ou vous me faites confiance et on fait affaire, ou vous partez et vous oubliez ces terres. Rendez-nous les documents. La voix d'Odette sortit ferme, la surprenant elle-même. Quel document? Ernesto afficha un sourire cynique. Vous êtes entré ici sans rien. Je n'ai vu aucun document. Marcel sentit la colère monter, chaude et urgente. Il se leva brusquement. Espèce de voleur! Rendez-nous ce qui est à nous. Sortez de mon bureau avant que j'appelle la police. Ernesto se leva aussi, portant la main vers le téléphone. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. La porte s'ouvrit soudainement et Espérance entra en trombe, battant des ailes et caquetant bruyamment. La poule fonça droit sur Ernesto, lui picorant les mains avec force. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Ernesto, lâchant les documents pour se défendre de la poule furieuse. Odette ne perdit pas de temps. Elle attrapa les papiers sur le bureau pendant que Marcel saisissait Espérance. Ils coururent tous les deux hors du bureau, descendirent les escaliers aussi vite que leurs vieilles jambes le leur permettaient. « Revenez ici, voleurs !» criait Ernesto depuis la fenêtre, mais ils étaient déjà dans la rue, se perdant parmi les gens qui faisaient leurs courses. Ils ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils arrivèrent sur une petite place éloignée, haletant et le cœur battant. Comment? Comment Espérance est-elle sortie de la chambre? Demanda Odette, tenant la poule qui était maintenant calme. Je ne sais pas, mais elle nous a sauvés. Marcel vérifia les documents. Ils étaient tous là. Cette poule est un ange, ce n'est pas possible. Odette serra Espérance fort contre elle. Tu es ma petite futée, murmura-t-elle à la poule. Tu savais que cet homme était mauvais, n'est-ce pas? Et ils s'assirent sur un banc de la place, essayant de reprendre leur souffle. C'était la fin de la matinée et le soleil était enfin sorti, séchant les flaques de la pluie de la veille. « Et maintenant ?» demanda Odette. « Nous ne pouvons faire confiance à personne. Il doit bien y avoir quelqu'un d'honnête dans cette ville. » Marcel regarda autour de lui. La place était simple, avec quelques bancs en bois, une vieille église d'un côté et un kiosque à musique au centre. Un monsieur d'environ 70 ans, bien habillé avec un pantalon de ville et une chemise, s'approcha d'eux. Il portait des lunettes à monture dorée et avait les cheveux blancs bien coiffés. « Excusez mon intrusion, » dit-il d'une voix polie, « mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre précipitation. »« Tout va bien ?» Odette et Marcel se regardèrent, méfiants. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cet homme qui inspirait confiance. « Nous avons eu un problème avec un avocat, » dit Marcel, décidant de prendre le risque. L'homme soupira et secoua la tête. « C'était avec Maître Gaspard, j'imagine. J'ai déjà entendu beaucoup d'histoires à son sujet. » Il tendit la main. « Je m'appelle Antoine Bernard. Je suis avocat aussi. » Bernard. Odette se souvint du nom que Madame Dubois avait mentionné. « Nous avons entendu parler de vous. J'espère que c'était en bien, » sourit-il aimablement. « Puis-je m'asseoir ?» Ils firent de la place sur le banc et Antoine s'assit, ajustant son pantalon avant. « Alors, Gaspard a essayé de vous tromper ?» demanda-t-il, allant droit au but. Marcel raconta brièvement ce qui s'était passé. Antoine écoutait avec attention, acquiesçant de temps en temps. « Puis-je voir les documents ?» demanda-t-il. Odette regarda Marcel qui acquiesça. Ils passèrent les papiers à Antoine. Il mit ses lunettes et lut avec soin, prenant son temps. Quand il eut terminé, il sifflota doucement. « Ceci semble légitime, dit-il. Titre de 1978, sceaux officiels, tout en ordre. Et vous dites que c'était à votre père. C'est ça. Il est parti il y a 15 ans,
et n'avait jamais parlé de ces terres, expliqua Marcel. Et que comptez-vous faire avec ça? D'abord, savoir si ça vaut encore quelque chose, dit Odette. Si ces terres sont toujours à nous. Antoine rendit les documents. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Oui, cela va coûter de l'argent à vérifier. Il faut aller aux archives, au cadastre, vérifier s'il n'y a pas de dette, voir si personne n'a appliqué l'usucapion. C'est un travail qui prend du temps. Combien cela coûterait-il? Marcel s'attendait déjà au pire. Normalement, je facturerais environ 3 000 € pour le service complet. Antoine fit une pause. Mais je travaille aussi pro bono. Des cas de personnes qui en ont besoin mais n'ont pas les moyens de payer. Pro bono? Odette ne connaissait pas le terme. Cela signifie que je le fais gratuitement, expliqua Antoine. Ou plutôt, je ne facture que les frais de greffe et de documents, qui devraient s'élever à environ 500 €. Mon travail, je le fais sans facturer d'honoraires. Cela semblait trop beau pour être vrai. Odette était encore méfiante après l'expérience avec Gaspard. « Et pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» demanda-t-elle. Antoine regarda l'église à côté de la place, pensif. « Mon père était agriculteur. Il a travaillé toute sa vie la terre. Il n'a jamais eu grand-chose, mais il a toujours été honnête. Quand il est devenu vieux et malade, mes frères et moi nous sommes occupés de lui avec toute l'affection qu'il méritait. » Il reporta son regard sur le couple. « Mais je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Je vois beaucoup de personnes âgées se faire avoir, être abandonnées, volées. Quand je peux aider, j'aide. » Il y avait de la sincérité dans ses paroles. Odette sentit qu'il pouvait lui faire confiance. « Mais 500 €, nous ne les avons pas encore. » dit Marcel à voix basse. « Il n'y a pas d'urgence. » Antoine sortit une carte de sa poche. « Réfléchissez calmement. Quand vous aurez l'argent, venez me voir. Mon cabinet est là dans la rue principale, au numéro 234. » Il se leva, ajusta ses vêtements et leur fit un signe de la main avant de partir. Odette et Marcel restèrent à regarder la carte. Maître Antoine Bernard, cabinet d'avocat et conseil juridique. « Pouvons-nous lui faire confiance ?» demanda Odette. « Je ne sais pas, ma chère, mais je pense que nous n'avons pas beaucoup d'options. » Ils retournèrent à la pension, la tête pleine de doutes. 500 € leur semblaient une fortune à ce moment-là. Il leur restait 30 € de ce qu'Henri leur avait donné. Les 800 € des Fils n'arriveraient que dans 2 semaines, le 5. Cette nuit-là, couchée dans le lit étroit, avec Espérance dormant à leurs pieds, Odette rompit le silence. « On pourrait faire quelque chose pour gagner de l'argent. Je sais faire du pain, des tartes aux fruits, du pain de maïs, je peux essayer de vendre. Et moi, je peux chercher un petit boulot, dit Marcel. J'ai encore de la force dans les bras. Mais tu as mal au dos, Marcel. Le médecin a dit de ne pas faire d'efforts. Je dois faire quelque chose, Odette. Je ne vais pas rester là pendant que tu travailles. » Le lendemain, Odette se réveilla avant le soleil, descendit à la cuisine de la pension et demanda à Madame Dubois la permission d'utiliser le fourneau. « Qu'est-ce que vous manigancez ?» demanda la propriétaire curieuse. « Du pain maison. Je vais essayer de le vendre dans la rue, » expliqua Odette. « Le marché, c'est seulement samedi, dans 3 jours. » Madame Dubois réfléchit un peu. « Mais il y a du passage dans la rue, même en semaine. Les gens qui travaillent dans les commerces, il y a toujours des gens qui cherchent du pain frais le matin. » Odette travailla avec l'habileté de quelqu'un qui avait fait cela toute sa vie. Elle pétrit la pâte, la laissa lever, façonna les pains. L'odeur délicieuse commença à envahir la pension lorsque les premiers pains entrèrent dans le four. Madame Dubois descendit, attirée par l'arôme. « Mon Dieu, madame, quelle bonne odeur! Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti l'odeur du vrai pain maison. C'est ma mère qui m'a appris. Et j'ai aussi appris à mes fils, mais... » La voix d'Odette se brisa. « Mais ils n'ont pas voulu savoir de ces choses. » Madame Dubois posa la main sur son épaule dans un rare geste d'affection. « Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'autrefois. Ils veulent tout, tout de suite. Ils n'accordent pas de valeur au travail de leurs parents. » Les pains furent prêts, dorés et odorants. Odette en avait fait 30. Madame Dubois en acheta 4 sur le champ, payant 4 € chacun. « Ce n'est pas cher, Odette. Un pain comme ça à la boulangerie coûte 6 €, dit-elle. J'ai besoin de les vendre vite et je ne suis pas encore connue. » Avec les pains dans un panier prêté par Madame Dubois, Odette alla dans la rue. La matinée était claire et quelques personnes circulèrent déjà. Elle se positionna au coin de la rue et commença à proposer. Pain maison tout chaud, 4 €. Au début, peu de gens s'arrêtaient, mais l'arôme était irrésistible. Une dame d'âge mûr fut la première cliente. « Il est fait avec quoi ?» demanda-t-elle méfiante.
De la farine, de la levure, du sel, de l'eau et beaucoup d'amour, sourit Odette. La femme en acheta un, le goûta sur place et revint en acheter 2 autres. Il est délicieux. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé un pain comme ça. En 1 heure, Odette avait vendu tous ses pains, 120 € en poche. Elle retourna à la pension avec un sourire aux lèvres. Chers spectateurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Marcel était parti chercher du travail et revint dans l'après-midi, fatigué mais avec de bonnes nouvelles. J'ai trouvé un travail temporaire dans un entrepôt. Je vais aider à charger et décharger la marchandise. 70 € par jour. Mais et ton dos, Marcel? Je ferai attention. Et ce n'est que pour quelques jours, jusqu'à ce qu'on rassemble l'argent dont on a besoin. Les jours suivants, ils établirent une routine. Odette se levait à l'aube, faisait les pains, les vendait le matin. Marcel travaillait à l'entrepôt l'après-midi. Espérance restait dans la chambre, mais parfois Odette l'emmenait avec elle, et la poule blanche commença à être connue dans la rue. « Regarde, la dame au pain avec la poule », disèrent les enfants. Les gens commencèrent à attendre Odette tous les matins. Certains passaient commande pour le lendemain. Elle commença aussi à faire du pain de maïs et des tartes aux fruits qui se vendèrent bien. 1 semaine plus tard, ils comptèrent l'argent. Ils avaient 480 €. Avec les 800 du premier paiement des fils qui étaient arrivés sur le compte, cela suffirait pour les 500. Mais Odette avait un doute dans son cœur. « Marcel, et si ces terres ne valent rien? Et si on dépense cet argent pour rien? Et si elles valent quelque chose, Odette? Et si c'est notre chance de recommencer ?» Le lendemain, ils se rendirent au cabinet de maître Antoine Bernard. C'était très différent de celui de Gaspard. Propre, organisé, avec des livres de droit sur les étagères et des diplômes au mur. Antoine les reçut avec un sourire chaleureux. « Vous avez décidé de me faire confiance ?» demanda-t-il. « Nous avons décidé, » dit Marcel en posant les 500 € sur le bureau. Antoine prit l'argent, le compta et le rangea dans une enveloppe. « Ceci couvrira les frais de cadastre, d'enregistrement, les certificats. Je vais commencer le travail aujourd'hui même. » Il prit les documents qu'ils avaient apportés. « Je vais faire des copies et vous rendre les originaux. Ne restez jamais sans les originaux, compris ?» Ils signèrent quelques papiers, donnant procuration à Antoine pour agir en leur nom. L'avocat expliqua chaque document avec patience, sans utiliser de mots compliqués. « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demanda Odette. « 2 ou 3 semaines. Cela dépend de la rapidité des administrations. » Les semaines s'écoulèrent. Odette continuait de vendre ses pains. Marcel continuait à l'entrepôt. Ils mettèrent de l'argent de côté, pensant à louer leur propre petite chambre pour ne pas dépendre de la pension. Ce fut un jeudi après-midi qu'Antoine apparut à la pension. Madame Dubois appela le couple, qui était dans sa chambre. « Maître Bernard est en bas, il veut vous parler. » Ils descendirent, anxieux. Antoine était dans le salon, un dossier sous le bras. Son expression était sérieuse. « Asseyons-nous, dit-il. » Le cœur d'Odette s'emballa. « De mauvaises nouvelles. Les terres, commença Antoine, existent. Elles sont bien à vous, confirmées au registre foncier. Mais, Marcel sentit qu'il y avait un mais elles sont occupées. Il y a une famille qui y vit depuis plus de 8 ans. Ils cultivent la terre, ils ont une maison construite. Alors nous avons perdu nos droits ?» Odette sentit les larmes lui monter aux yeux. Non. Le délai d'usucapion, prescription acquisitive, est de 10 ans pour une propriété rurale. Ils y sont depuis 8 ans. Vous êtes toujours les propriétaires légitimes. Antoine ouvrit le dossier. Mais il y a autre chose. Ces terres ont pris beaucoup de valeur. La région du Var se développe énormément. Il y a des gens qui veulent acheter des terrains là-bas. Vos 12 hectares valent au bas mot 200 000 €. Silence. Odette et Marcel se regardèrent, n'en croyant pas leurs oreilles. 200 000 ? Marcel put à peine parler. Au minimum. Selon l'emplacement exact, cela peut valoir jusqu'à 300 000. Odette se mit à pleurer. C'était de la joie, du soulagement, du choc, tout à la fois. « Mais il y a la question de la famille qui est là-bas, » continua Antoine. « Vous avez 2 options. Vous pouvez entamer une action en justice pour réintégrer la possession, les expulser et prendre possession du terrain. Ou vous pouvez tenter un accord. » « Quel genre d'accord ?» demanda Marcel. « Cela dépend. Vous pouvez leur vendre le terrain, s'ils ont l'argent. Ou vous pouvez créer une société, partager les profits de la production. Ou tout autre arrangement qui soit bon pour les 2 parties. »« Nous devons voir ces terres, » dit Odette. « Nous devons rencontrer cette famille. Je peux vous y emmener demain si vous voulez, » proposa Antoine.
Le Var est à environ 4 heures de route d'ici. Ils acceptèrent. Le lendemain matin, Antoine passa les prendre dans sa voiture. Odette insista pour emmener Espérance. « C'est notre porte-bonheur », expliqua-t-elle, mettant la poule dans une boîte en carton percée de trous. Le voyage fut long, mais le paysage était magnifique. Des champs verdoyants, des montagnes au loin, le ciel bleu. Odette regardait tout par la fenêtre, pensant à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Ils arrivèrent dans le Var en début d'après-midi. Antoine avait l'adresse et les coordonnées. Ils suivirent des chemins de terre jusqu'à arriver au lot 47. C'était un bel endroit. Une simple maison en bois, une cour avec un potager, quelques poules qui picoraient, un chien bâtard qui vint aboyer quand la voiture s'arrêta. Et tout autour, des terres plantées de maïs et de haricots. Une femme d'une quarantaine d'années sortit de la maison, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle avait le visage marqué par le soleil et les soucis. Derrière elle, 3 enfants regardaient, curieux. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle, méfiante. Antoine sortit de la voiture et se présenta comme avocat. La femme pâlit. « Vous venez nous expulser ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Calmez-vous. » Antoine leva les mains en signe de paix. « Voici Monsieur Marcel et Madame Odette. Ce sont les propriétaires légitimes de ces terres. » La femme s'appuya contre le montant de la porte, les jambes flageolantes. « Pour l'amour de Dieu, nous n'avons nulle part où aller. Mon mari est très malade. Nous nous occupons de cette terre depuis des années. C'est tout ce que nous avons. » Odette descendit de la voiture portant Espérance. Elle s'approcha de la femme. « Comment vous appelez-vous, ma petite ?»« Lucie Martin. »« Lucie, nous ne sommes pas venus expulser qui que ce soit de chez vous, » dit Odette avec gentillesse. « Nous voulions juste connaître l'endroit. » Lucie essuya ses larmes du dos de la main. « Mon mari, Sébastien, c'est lui qui a trouvé ces terres abandonnées. Nous ne savions pas qu'elles avaient un propriétaire. Nous pensions que c'était un terrain public. Nous avons commencé à planter. Nous avons construit la maison de nos propres mains. Depuis combien de temps ? Qu'a demanda Marcel. Non, 8 ans de dur labeur. Pouvons-nous entrer ? Demanda Odette. Nous aimerions discuter. Lucie hésita mais finit par accepter. L'intérieur de la maison était simple, mais propre. Des meubles anciens, mais bien entretenus. Un homme maigre d'environ 45 ans était allongé sur un canapé. Il avait le visage pâle et la respiration sifflante. « Sébastien, nous avons de la visite, » dit Lucie. L'homme tenta de se lever, mais n'y parvint pas. Odette s'approcha. « Restez couché, mon jeune. Pas besoin de vous lever. »« Qui êtes-vous » demanda Sébastien d'une voix faible. « Je suis Odette. Voici mon mari, Marcel. » Et celle-ci, elle montra la poule, c'est Espérance. Les enfants s'approchèrent, curieux de la poule. Espérance, toujours douce, se laissa caresser les plumes. « Elle est jolie, votre poule, » dit la plus jeune, une petite fille d'environ 6 ans. « Merci, ma chérie. Comment t'appelles-tu ?»« Marie, et voici mes frères Jean et Pierre. » Odette sourit aux enfants, sentant son cœur se serrer. Ils étaient si petits, si innocents. Antoine expliqua toute la situation à Lucie et Sébastien. Les terres appartenaient à Marcel, mais ils étaient là depuis 8 ans, ayant presque accompli le temps nécessaire pour l'usucapion. « Nous ne savions pas, » répétait Lucie. « Je jure que nous ne savions pas qu'il y avait un propriétaire. » Sébastien se mit à tousser fortement. Lucie courut l'aider. « Il a un problème au poumon, » expliqua-t-elle en frottant le dos de son mari. « Ça fait quelques mois qu'a commencé cette toux qui ne passe pas. Nous sommes allés au dispensaire, mais ils ont dit qu'il avait besoin d'examens que le dispensaire ne fait pas, et nous n'avons pas d'argent pour payer un spécialiste. » Odette regarda autour d'elle. On voyait que c'était une famille de travailleurs honnêtes, que la vie avait mis en difficulté. Elle se souvint de ses propres fils, de la façon dont ils l'avaient traité, elle et Marcel, et voilà que cette famille se battait pour survivre. « Vous plantez quoi ?» demanda Marcel. « Du maïs, des haricots, quelques légumes, » répondit Lucie. « Nous en vendons un peu au marché de la ville. Ça ne rapporte pas beaucoup, mais c'est ce qu'on peut faire. Et si la récolte est bonne, ça suffit pour le traitement de Sébastien ?» demanda Odette. Lucie baissa la tête. « Nous attendions la récolte du maïs. Si elle se vend bien, peut-être que ça suffira pour faire au moins quelques examens. » Odette et Marcel se regardèrent. Il y avait quelque chose dans cette famille qui les touchait profondément. Peut-être était-ce de voir l'effort honnête, l'amour entre eux, le soin apporté aux enfants, tout ce que leur propre fils n'avait pas démontré. « Nous devons discuter, » dit Odette à Antoine. Ils sortirent. Les enfants avaient emmené Espérance voir les autres poules dans la cour. « Maître Bernard, » commença Odette. «
Nous ne voulons pas expulser cette famille d'ici. Mais Odette, ces terres valent beaucoup d'argent, rappela Antoine. Je sais. Et nous avons aussi besoin de cet argent. Elle regarda Marcel qui acquiesça. Mais pas comme ça. Pas en enlevant le toit d'une famille avec de jeunes enfants et un père malade. Que voulez-vous faire alors? Marcel expliqua. Nous pensons à créer une société. Ils continuent à travailler la terre. Nous entrons en tant que propriétaires. Nous partageons les bénéfices moitié-moitié et nous aidons avec le traitement de Sébastien. C'est très généreux de votre part, dit Antoine. Ce n'est pas de la générosité, corrigea Odette. C'est faire ce qui est juste. Ils retournèrent à l'intérieur et expliquèrent la proposition à Lucie et Sébastien. La femme se mit à pleurer d'émotion. Vous feriez ça pour nous? Mais nous sommes des étrangers pour vous. Aujourd'hui, vous êtes des étrangers, dit Odette. Mais vous pouvez être des associés et qui sait, peut-être même des amis. Sébastien, malgré sa faiblesse, tendit la main à Marcel. Nous acceptons et nous allons travailler dur, vous verrez. Je n'en doute pas, mon garçon. Antoine prépara un contrat de société. Il fut établi que Lucie et Sébastien auraient le droit de vivre sur la terre et de la travailler. Les bénéfices seraient partagés de moitié. Marcel et Odette aideraient aux frais médicaux de Sébastien. Les jours suivants, ils retournèrent à Beauregard, mais maintenant avec un espoir renouvelé. Avec le partage des bénéfices de la prochaine récolte, ils auraient un revenu. Pas énorme, mais suffisant pour vivre dignement. Cependant, la vie leur réservait d'autres rebondissements. 2 semaines plus tard, Marcel reçut un appel sur le vieux téléphone portable qu'ils avaient. C'était Mathieu, le fils aîné. « Papa, j'ai appris que vous aviez trouvé des terres. » Le cœur de Marcel se glaça. Comment Mathieu l'avait-il découvert? « Qui t'a dit ça? » Le cousin Jules. Il vit dans le Var et il vous a vu là-bas. Il a dit qu'on parlait en ville des terres des Durand. Marcel ferma les yeux. Jules, le fils d'un frère avec qui il avait perdu contact depuis des années. « Et que veux-tu, Mathieu? »« Allons, papa. Nous sommes tes fils. Nous avons aussi droit à l'héritage. » « L'héritage? Vous avez vendu notre maison sans nous le demander. Vous nous avez laissés à la rue comme des chiens. Et maintenant, vous voulez parler d'héritage? Ce n'était pas comme ça, papa. Nous avons fait ce qu'il y avait de mieux pour vous. De mieux pour vous, tu veux dire. Marcel raccrocha. Odette avait entendu la conversation. Son visage était pâle. Ils vont venir nous chercher, Marcel. Je le sais. Et ils vinrent. 3 jours plus tard, les 3 fils débarquèrent à la pension. Mathieu, Christophe et Julien. Ils entrèrent sans frapper, montant directement à la chambre de leurs parents. « Maman, papa, il faut qu'on parle, » dit Mathieu, comme si de rien n'était. « À propos de quoi ?» Marcel était assis sur le lit, Odette à ses côtés, tenant Espérance. « À propos de ces terres dans le Var, » dit Christophe. « Nous avons droit à une part. »« Vous n'avez droit à rien !» Odette se leva, la voix ferme. « Ces terres appartenaient à votre grand-père, qui les a laissées à votre père. Il n'y a rien pour vous là-dedans. » La loi dit autre chose, maman. Julien sortit des papiers de sa poche. Nous avons consulté un avocat. En tant qu'enfant, nous avons droit à l'héritage des biens du père. Mais je suis encore vivant. Beaucoup, cria Marcel. Vous m'avez déjà enterré sans me le dire. Papa, ne sois pas dramatique, dit Mathieu. Nous voulons juste ce qui est juste. 1 tiers pour chaque fils. Et nous, on reste avec quoi? Odette sentait des larmes de rage. Vous avez déjà tout pris. Notre maison, notre vie, notre dignité. Et vous en voulez encore plus? Écoutez, on va faciliter les choses. Christophe ouvrit un dossier. Nous sommes prêts à ne prendre que la moitié. Vous gardez l'autre moitié. La moitié de quelque chose qui est à nous. Marcel rit sans joie. Quelle générosité! La discussion s'envenima. Les fils argumentaient sur les droits, les lois, les héritages. Odette et Marcel résistaient. C'est alors qu'Espérance, qui était sur les genoux d'Odette, se débattit soudainement et s'échappa. « Espérance !» cria Odette, mais la poule s'était déjà envolée par la fenêtre ouverte. « Ma poule !» Odette courut à la fenêtre. Espérance était dans la cour arrière de la pension. « Laisse tomber la poule, maman, » dit Mathieu. « On parle d'argent sérieux, là. » Mais Odette n'écoutait pas. Elle descendit les escaliers en courant. Marcel la suivit. Les 3 fils se regardèrent et descendirent aussi. Dans la cour, Odette essayait d'attraper Espérance, mais la poule fuyait, picorant vers le fond. C'était un terrain vague avec des herbes hautes. « Espérance, viens ici, ma fille », appelait Odette, avançant dans les herbes. C'est alors qu'elle trébucha sur une racine et tomba. Le cri de douleur fut strident. Marcel arriva en courant. « Odette, Odette, ça va ?»« Ma cheville », gémit-elle de douleur.
Je crois que je me la suis tordue. Marcel regarda derrière lui, s'attendant à ce que ses fils viennent l'aider, mais ce qu'il vit lui fit bouillir le sang. Mathieu, Christophe et Julien étaient arrêtés à la porte de la pension, discutant entre eux. « On devrait peut-être l'aider, » disait Julien. « Laisse papa s'en occuper. On doit se concentrer sur les terres, » répondait Mathieu. « Mais elle s'est peut-être vraiment fait mal. » Christophe semblait hésiter. « Et alors, ça ne change rien à notre droit sur l'héritage. » Marcel ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Ses propres fils discutant d'argent alors que leur mère était au sol, blessée. « Monstre !» leur cria-t-il. « Partez! Sortez d'ici et ne revenez plus jamais. » Ce fut Madame Dubois qui vint aider. Elle et Marcel aidèrent Odette à rentrer. La cheville était enflée, violette. « Il faut aller chez le médecin, » dit Madame Dubois. « Je vais appeler un taxi. »« Je vous emmène, » dit Henri qui venait d'arriver pour chercher des choses qu'il avait laissées à la pension. Ils emmenèrent Odette aux urgences. Les 3 fils étaient partis, mais pas avant que Mathieu ne laisse un message à Madame Dubois. « Nous reviendrons avec un avocat. » À l'hôpital, après la radio, ils découvrirent qu'Odette s'était fracturé la cheville. Elle devrait la garder dans le plâtre pendant 6 semaines. « Ne pleure pas, ma chère. » Marcel lui tenait la main. « On va s'en sortir. »« Espérance, » sanglotait Odette. « J'ai perdu mon espérance. On la retrouvera en rentrant à la pension, on la retrouvera. » Mais ce ne fut pas nécessaire. Quand ils revinrent, il faisait déjà nuit et là, à la porte de la chambre, Espérance les attendait. La poule courut vers Odette et se blottit sur ses genoux, comme pour s'excuser de l'inquiétude causée. « Tu es revenu. » Odette serra la poule dans ses bras. « Ma petite futée est revenue. » Cette nuit-là, déjà couchée, Odette avec la jambe plâtrée et Espérance à leurs pieds, Marcel prit une décision. « Demain, nous allons voir Maître Bernard. Nous allons parler des garçons, voir ce qu'ils peuvent vraiment faire. » Le lendemain matin, ils se rendirent au cabinet d'Antoine Bernard. Odette en béquille, Marcel portant Espérance. Antoine écouta toute l'histoire de l'apparition des fils, de la chute d'Odette, de leur mépris. « Écoutez, juridiquement, ils ont raison sur une chose, » dit Antoine, choisissant ses mots. « Quand vous viendrez à manquer, Marcel, vos biens seront partagés entre Odette et les 3 enfants. C'est ce que dit la loi. Mais je ne suis pas encore mort. » Quand Marcel frappa sur la table. « Ces terres sont à moi. Je peux en faire ce que je veux. » Exactement. Et c'est ce que je suggère. Vous pouvez faire une donation de votre vivant de la moitié à Odette. Ainsi, quand vous partirez seul, votre moitié entrera dans la succession. Le reste lui appartient déjà. Et les garçons auront droit à une part de la moitié qui entrera dans la succession, mais ce sera beaucoup moins que ce qu'ils veulent maintenant. Faisons cela, décida Marcel. Je veux que tout soit à son nom aussi. Les papiers furent préparés. Odette était désormais propriétaire de la moitié des terres. Quand Mathieu, Christophe et Julien l'apprirent, ils furent furieux. « C'est une manœuvre illégale !» cria Mathieu en envahissant le cabinet de Maître Bernard. « C'est tout à fait légal. » Antoine garda son calme. « Votre père a tout à fait le droit de disposer de ses biens comme il l'entend de son vivant. Nous irons en justice. Faites-le. Vous perdrez. » Et ils perdirent. La juge qui examina l'affaire en vint à réprimander les 3 frères pour avoir tenté de spolier leurs parents de leur vivant. « C'est honteux de voir des enfants agir ainsi, » dit-elle lors de l'audience. « Ayez un minimum de décence. » Vaincus légalement, les 3 tentèrent une autre tactique. Ils commencèrent à répandre en ville que leurs parents étaient séniles, qu'ils avaient été manipulés, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. « Vous avez vu? La mère se promène partout avec une poule, » disait Mathieu dans les conversations. « Ce n'est pas le comportement de quelqu'un de normal. » Et le père s'est laissé embobiner par cet avocat Bernard, complétait Christophe. N'importe qui peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Les ragots se répandirent. Certaines personnes commencèrent à regarder Odette et Marcel avec pitié, d'autres avec méfiance. Mais beaucoup, ceux qui connaissaient le couple du pain et de la gentillesse, n'y crurent pas. « J'achète du pain à Madame Odette tous les jours, » dit une cliente. « Elle est lucide, travailleuse. Si ses fils étaient bons, ils l'aideraient. Ils n'essaieraient pas de la voler. » Le soutien de la communauté commença à grandir. Les gens qui achetaient le pain d'Odette, les commerçants qui connaissaient Marcel, tous prirent position en faveur du couple. C'est alors qu'une infirmière de l'hôpital, qui s'était occupée d'Odette le jour de sa chute, vint chercher le couple à la pension de Madame Dubois. « Je m'appelle Claire », se présenta-t-elle. « Je voulais vous parler de quelque chose. » Ils l'invitèrent à monter. Claire regarda autour d'elle la chambre simple. Elle vit Espérance picorée, tranquille et sourit. « Je connais la vérité à votre sujet, dit-elle.
Je sais que vos fils vous ont abandonné. Je sais pour les taire. Je sais qu'ils répandent des mensonges. Comment savez-vous tout cela? Demanda Odette. Beauregard est une petite ville. Et je... Elle hésita. Je suis la petite fille de Lucie et Sébastien, ceux qui sont sur vos terres. Odette écarquilla les yeux. Leur petite fille? C'est ça. Ma mère était la fille du premier mariage de Sébastien. Elle n'habite pas ici, mais je m'occupe d'eux de loin. Quand j'ai su que vous aviez créé une société au lieu d'expulser ma famille, j'ai été immensément reconnaissante. Ce sont de braves gens, dit Marcel. Ils ne méritaient pas d'être mis à la rue. Et vous non plus. Vous ne méritiez pas ce que vos fils vous ont fait. C'est pour ça que je suis venu. Je veux aider. Comment? Claire expliqua. Elle avait des contacts à l'hôpital. Elle connaissait des médecins, des infirmières. Elle pouvait répandre la vérité sur la situation du couple, démentir les ragots des fils. Et il y a plus, continua-t-elle. Il existe un programme de la mairie pour aider les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Vous remplissez les conditions. Je peux vous aider à monter le dossier. Nous ne voulons pas l'aumône, dit Odette, fière. Ce n'est pas l'aumône, c'est un droit. Une aide pour les médicaments, les consultations médicales, ce genre de choses. Ils acceptèrent l'aide. Claire tint sa promesse. En quelques jours, le discours en ville commença à changer. Les gens comprirent que les fils étaient les méchants, pas les parents. Mathieu, Christophe et Julien, voyant qu'ils avaient perdu le soutien populaire et la bataille légale, décidèrent de tenter un dernier recours. Ils engagèrent un avocat pour tenter de prouver l'incapacité civile de leurs parents. Si nous arrivons à prouver qu'ils n'ont pas les capacités mentales de gérer leurs biens, nous pouvons demander la curatelle, expliqua l'avocat qu'ils avaient engagé, un homme sans scrupules nommé Maître Moreau. L'action fut intentée. Maître Antoine Bernard fut indigné quand il reçut la citation. « C'est absurde, dit-il à Odette et Marcel. Ils essaient de vous faire déclarer incapable. Et ils peuvent y arriver ?» Odette était terrifiée. « Non, si je peux l'éviter. Nous allons nous préparer pour cette audience et nous allons montrer au juge qui vous êtes vraiment. » La date de l'audience fut fixée. La veille, Odette parvint à peine à dormir. Et si le juge croyait les fils? Et s'il perdait tout à nouveau? Calme-toi, ma chère. Marcel la serra dans ses bras. La vérité éclatera. Le jour de l'audience, ils arrivèrent tôt au tribunal. Maître Bernard était déjà là, avec un dossier plein de documents. Mais ils n'étaient pas seuls. Madame Dubois était là, Henri, le camionneur, Claire, l'infirmière, les clientes qui achetaient le pain d'Odette, le propriétaire de l'entrepôt où Marcel travaillait. Des dizaines de personnes qui connaissaient le couple. Qu'est-ce que c'est? Odette regarda autour d'elle, émue. C'est le peuple de Beauregard qui montre qui vous êtes vraiment, dit Maître Bernard. Quand l'audience commença, Maître Moreau présenta ses arguments. Il dit qu'Odette se promenait avec une poule, que les deux avaient été manipulés, qu'ils n'avaient pas la capacité de gérer leurs biens. C'est alors que Maître Bernard demanda la parole. « Madame la juge, puis-je appeler des témoins ?» La juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, acquiesça. Un par un, les témoins furent appelés. Madame Dubois raconta comment Odette faisait des pains merveilleux et gérait bien son propre argent. Henri relata comment le couple avait été abandonné, mais avait gardé sa dignité. Claire expliqua leur générosité envers sa famille. Les clientes parlèrent de l'attention d'Odette, du fait qu'elle se souvenait des commandes de chacune, qu'elle discutait de tout et de rien. Le propriétaire de l'entrepôt loua le travail de Marcel, sa ponctualité, son sens des responsabilités. « Et la poule ?» il demanda la juge curieuse. « Est-il vrai que vous vous promenez avec une poule, madame ?» Odette se leva, appuyée sur ses béquilles. « C'est vrai, madame la juge. Espérance est ma compagne. Quand mes fils m'ont tout pris, elle laisse rester. Et c'est elle qui a trouvé les documents des terres que mon beau-père a laissés. » Elle fit une pause. « Cela peut paraître étrange, je sais, mais avoir Espérance avec moi m'apporte la paix. Est-ce que cela me rend incapable ?» La juge observa Odette. Elle voyait une femme de 68 ans, debout avec difficulté mais les yeux clairs et déterminés. Pas de confusion mentale, pas de sénilité. Puis, elle regarda les trois fils assis de l'autre côté. Mathieu en costume chair, Christophe, jouant sur son téléphone sans prêter attention, Julien l'air maussade. « J'ai quelques questions pour les demandeurs, » dit la juge. Elle appela Mathieu en premier. « Monsieur, pouvez-vous me dire quand remonte la dernière fois que vous avez rendu visite à vos parents avant de vendre leur maison ?» Mathieu hésita. Je ne me souviens pas exactement. Peut-être 6 mois avant.
6 mois. Et pendant cette période, combien de fois avez-vous appelé pour savoir comment ils allaient? Silence. Aucune, n'est-ce pas? La juge n'attendit pas de réponse. Et vous, monsieur? Elle regarda Christophe. Contribuez-vous financièrement pour vos parents avant de vendre leur maison? Ils n'en avaient pas besoin, se défendit Christophe. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si vous aidiez. Non, mais... Suffisant. La juge prit quelques notes. Et vous, le plus jeune? Julien, c'est bien ça? Oui, madame la juge. Quand vos parents ont été laissés sur le bord de la route avec une valise et une poule, où étiez-vous? J'étais dans la voiture avec mes frères. Et cela ne vous a pas semblé mal? Julien baissa la tête. Nous pensions que c'était pour leur bien. Pour leur bien. La juge retira ses lunettes et regarda fixement les trois. Écoutez, messieurs, je vois beaucoup de cas dans ce tribunal. Je vois des familles en conflit, des héritages disputés, des enfants et des parents se battre pour de l'argent. Mais je vois rarement quelque chose d'aussi clair que ceci. Elle feuilleta les documents. Vous avez vendu la maison de vos parents sans leur consentement, prétextant que c'était pour leur bien. Vous les avez abandonnés au bord de la route. Vous leur avez offert une misère de pension. Et maintenant, quand vous découvrez qu'ils ont des biens de valeur, vous voulez les déclarer incapables pour en prendre le contrôle. Mathieu tenta de parler, mais la juge leva la main. Je n'ai pas terminé. Elle regarda Odette et Marcel. Je vois ici un couple qui, bien qu'ayant été traité de manière terrible, a réussi à se relever. Ils ont trouvé des documents précieux, et au lieu de ne penser qu'à eux-mêmes, ils ont créé une société juste avec une famille qui se trouvait sur leur terre. Cela ne me semble pas être de l'incapacité. Cela me semble être de la sagesse et de la bonté. La juge frappa de son marteau. Action jugée irrecevable. Les demandeurs sont condamnés au paiement des dépenses et des frais d'avocat. Et de plus, elle regarda sévèrement les trois fils. Je veux que vous sachiez que vous avez de la chance. De la chance d'avoir des parents qui, malgré tout ce que vous avez fait, n'ont rien demandé contre vous. Si cela ne tenait qu'à moi, vous repartiriez d'ici avec plus qu'une simple défaite procédurale. L'audience était terminée. Odette s'effondra en larmes dans les bras de Marcel. Les gens qui étaient venus témoigner applaudirent. Mathieu, Christophe et Julien sortirent la tête basse, sans un regard en arrière. Dehors, Maître Bernard serra le couple dans ses bras. « C'est fini. Ils ne peuvent plus rien contre vous. »« Comment pouvons-nous vous remercier ?» dit Marcel. « En vivant. En étant heureux. C'est déjà un remerciement suffisant. » Les semaines suivantes, la vie reprit son cours. La cheville d'Odette guérit. Ils continuèrent à vendre des pains et à travailler. La récolte dans le Var s'annonçait bien, selon les nouvelles de Lucie. Ce fut un dimanche après-midi que Julien, le fils cadet, apparut à la pension, seul. Il avait les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. « Papa, maman, puis-je vous parler ?» Odette et Marcel se regardèrent. Après tout ce qui s'était passé, ils restaient méfiants. « Que veux-tu, Julien ?» demanda Marcel prudent. « Demandez pardon. » Sa voix se brisa. « J'ai tout gâché. J'ai écouté mes frères. J'ai cru qu'ils avaient raison, mais ils avaient tort. Et j'ai été un fils terrible. » Odette sentit son cœur se serrer. De tous ses fils, Julien était celui dont elle avait été la plus proche. Le Benjamin qu'elle avait le plus bercé, celui qui venait toujours lui demander conseil. « Pourquoi as-tu fait ça, mon fils ?» demanda-t-elle, les larmes coulant déjà. « Parce que je suis faible. Parce que j'ai toujours été influencé par mes frères. Mathieu disait que vous étiez vieux, que vous ne pouviez plus vous occuper de la maison, que c'était notre responsabilité de décider, et j'y ai cru. » Julien s'agenouilla devant ses parents. Mais j'avais tort. Tellement tort. Marcel resta silencieux. Pour lui, c'était plus difficile de pardonner. « Relève-toi, garçon, dit Odette. Ce n'est pas comme ça qu'on demande pardon. » Julien se releva, séchant ses larmes. « Je sais que je ne le mérite pas, mais... pourrez-vous me pardonner un jour ?» Odette regarda Marcel. Il hésitait. Elle le voyait. Mais elle voyait aussi sa douleur, le désir d'avoir au moins un fils de retour. « Pardonner est une chose, dit Odette. Oublier en est une autre. Nous pouvons te pardonner, Julien. Mais la confiance, celle-là, tu vas devoir la regagner. Je le ferai, je vous le jure. » Julien semblait désespéré. « Laissez-moi le prouver. Laissez-moi vous montrer que j'ai changé. » « Comment ?» Marcel parla enfin. « Comme vous le voudrez. Travaillez, aidez, tout ce dont vous aurez besoin. » Ce fut Espérance qui décida. La poule, qui était dans son coin, s'approcha de Julien et lui picora les chaussures.
Elle ne l'attaqua pas, ne s'enfuit pas. Elle piquera juste doucement. Odette sourit. Même espérance te donne une chance. Les mois suivants, Julien prouva qu'il avait changé. Il venait voir ses parents tous les jours, les aidait dans ce dont ils avaient besoin. Il alla dans le Var rencontrer Lucie et Sébastien et aider à la récolte. « C'est un bon garçon », dit Lucie à Odette lors d'une visite. « Et il travaille dur, il respecte tout le monde. » Le traitement de Sébastien se passait bien. Avec l'argent de la société, ils purent payer les examens et le traitement. Ils découvrirent que c'était une infection qui, traitée correctement, guérirait. La récolte fut bonne, très bonne. Ils vendirent le maïs et les haricots à un bon prix. Après avoir partagé moitié-moitié, Odette et Marcel reçurent 12 000 €. « Je n'ai jamais vu autant d'argent d'un coup, » dit Odette en regardant le compte en banque. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» demanda Marcel. Ils réfléchirent longuement. Ils pouvaient louer une meilleure maison, acheter des choses dont ils avaient besoin. Mais Odette eut une autre idée. « Marcel, on a vécu ce qu'on a vécu, n'est-ce pas? La douleur d'être abandonné, de ne pas avoir où aller. Oui, il doit y avoir d'autres personnes âgées dans la même situation. D'autres que leurs enfants ont abandonnés, qui n'ont rien. » Marcel comprit où elle voulait en venir. « Tu veux aider les autres? Je veux faire plus qu'aider. Je veux créer un lieu où les personnes âgées abandonnées pourraient rester, avoir de la dignité, avoir la paix. » L'idée fit son chemin. Avec l'argent de la récolte et le soutien de Maître Bernard, qui offrit son aide juridique gratuitement, ils commencèrent à planifier. Ils retournèrent dans le Var. Lucie et Sébastien adorèrent l'idée. « Il y a beaucoup de place ici, dit Sébastien, déjà bien meilleur. Nous pouvons construire quelques petites maisons simples, avec l'aide de Julien qui se révéla doué pour la construction, et avec des dons qui commencèrent à arriver quand l'histoire se répandit, le projet prit forme. En 6 mois, ils avaient 3 petites maisons prêtes, en plus de la maison principale. Chaque maisonnette avait une chambre, une salle de bain et une mini-cuisine, et un poulailler communautaire. Chaque personne âgée qui viendra vivre ici recevra une poule, décida Odette, pour lui tenir compagnie. Le premier résident fut le père Benoît, un monsieur de 72 ans qui avait été laissé dans une maison de retraite et oublié par sa famille. Il arriva triste, silencieux, sans espoir. « Ici, c'est chez vous maintenant, père Benoît, » lui dit Odette. « Et celle-ci » elle lui tendit une petite poule blanche. « C'est votre compagne. » Benoît prit la poule avec des doigts tremblants. « Ça fait 50 ans que je n'ai pas tenu une poule, depuis que je vivais à la ferme avec mes parents. Alors, vous savez déjà comment vous en occuper. » Peu à peu, d'autres personnes âgées arrivèrent. Madame Marthe, dont les enfants s'étaient disputé l'héritage avant même sa mort, la laissant de côté. Monsieur Oswald, qui s'était fait escroquer et avait tout perdu. Madame Thérèse, abandonnée dans une gare routière par sa belle-fille qui ne voulait plus s'occuper d'elle. Chacun recevait une petite maison et une poule. L'endroit fut baptisé le refuge de l'espérance, en l'honneur de la poule qui avait tout changé. L'histoire commença à se répandre. Les journaux de la région firent des articles. Une chaîne de télévision envoya une équipe faire un reportage. « Nous sommes ici au refuge de l'espérance », disait la journaliste. Un lieu créé par un couple de personnes âgées qui a été abandonné par ses propres enfants, mais qui a transformé la douleur en amour pour aider d'autres dans la même situation. Le reportage fut diffusé au Journal du Soir. Des milliers de personnes le virent, et parmi elles, Mathieu et Christophe, les 2 fils aînés qui ne s'étaient jamais repentis. Ils virent leurs parents à la télévision, virent le bonheur sur leur visage, virent le bien qu'ils faisaient. Et ils virent Julien là aussi, aidant, souriant, étant un vrai fils. « On s'est vraiment trompé, » dit Christophe à Mathieu. « Se tromper est un faible mot. Nous avons été des monstres. » Mais l'orgueil était plus fort que le repentir. Ils ne cherchèrent pas leurs parents. Ils changèrent simplement de ville, trop honteux pour affronter ce qu'ils avaient fait. Le reportage apporta quelque chose d'inattendu, des dons. Des gens de tout le pays envoyèrent de l'argent, des matériaux de construction, proposèrent du bénévolat. « Regarde ça, Marcel !» Odette montrait son téléphone avec des messages. « Il y a des gens de Paris, de Lyon, de partout qui veulent t'aider. » Avec les dons, ils purent construire plus de petites maisons. Le poulailler s'agrandit. Ils firent un potager communautaire, où les résidents plantaient ensemble. Une grande cuisine où ils prenaient les repas en commun. Le père Benoît, qui était arrivé silencieux et triste, commandait maintenant le poulailler, qu'il enseignait aux autres à s'occuper des poules, racontait des histoires du temps de la ferme.
Madame Marthe découvrit qu'elle aimait cuisiner et préparer le déjeuner pour tout le monde. Monsieur Oswald s'occupait du potager avec soin. Madame Thérèse tricotait des bonnets pour les poules, disant que c'était pour qu'elles n'aient pas froid. Le refuge de l'Espérance devint une famille choisie, construite non par le sang mais par l'amour et la douleur partagée. 1 an après la création du refuge, pour le 53e anniversaire de mariage d'Odette et Marcel, ils firent une fête. Tous les résidents participèrent. Claire, l'infirmière, vint avec sa famille. Maître Bernard était présent. Madame Dubois ferma la pension pour une journée pour être là. Henri, le camionneur, arriva avec un énorme gâteau. « Vous avez changé ma vie », dit Henri. « Voir ce que vous avez fait m'a inspiré. J'ai commencé à visiter des maisons de retraite, à apporter des fruits aux personnes âgées qui y sont. Et j'ai convaincu l'hôpital d'organiser des journées de santé ici, » compléta Claire. « 1 fois par mois, des médecins viennent examiner tout le monde gratuitement. » Maître Bernard leva son verre. Un toast à Odette et Marcel, qui ont transformé l'abandon en abri, qui ont prouvé que l'âge ne définit pas la capacité d'aimer et d'aider. Tous trinquèrent. Odette regarda autour d'elle. Elle voyait des visages heureux, des personnes âgées arrivées détruites et qui souriaient maintenant. Elle voyait Espérance picorée au milieu de la fête, entourée des autres poules. Elle voyait Marcel, son compagnon de plus de 5 décennies, les yeux embués d'émotion. « On a réussi. »« Ma chère Odette, » murmura Marcel. « On réussit toujours. Mon cher, toujours. » Julien était là aussi, vivant maintenant dans une des maisonnettes qu'il avait aidé à construire. Il avait quitté la ville, quitté ses frères et se consacrait entièrement à aider ses parents au refuge. « Maman, papa », les appela-t-il en se levant. « Puis-je dire quelque chose ?» Tout le monde fit silence. « Je voudrais demander pardon publiquement. Je sais que je l'ai déjà fait 1000 fois, mais j'ai besoin que tout le monde ici le sache. J'ai abandonné mes parents. J'ai été cruel, égoïste, terrible. » Sa voix trembla. Mais ils m'ont pardonné. Ils m'ont donné une seconde chance. Et pour cela, je passerai le reste de ma vie à honorer ce pardon. Odette se leva avec difficulté à cause de son genou qui lui faisait mal et serra son fils dans ses bras. « Tu l'honores déjà, mon fils. Chaque jour, tu l'honores. » La fête dura jusque tard. Quand tout le monde fut parti se coucher, Odette et Marcel restèrent assis sur un banc en bois, regardant les maisonnettes illuminées. « Tu te souviens de ce jour sur la route ?» dit Odette. « Quand les garçons nous ont laissés là, sous la pluie battante, juste avec Espérance et la valise. Comment oublier? J'ai cru que tout était fini. J'ai cru que nous n'avions plus rien, que nous n'étions plus rien. » Marcel prit sa main. « Et regarde-nous maintenant, entourés de gens que nous aimons, faisant le bien, vivant avec dignité. Tu sais ce que j'ai appris, Marcel. » Odette serra sa main. C'est que parfois on a besoin de tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Espérance apparut et sauta sur les genoux d'Odette comme elle le faisait chaque soir avant de dormir. « Et qu'une poule peut nous sauver la vie. » Marcel rit, caressant les plumes blanches d'Espérance. Les mois suivants, le refuge continua de grandir. Ils avaient maintenant la capacité d'accueillir 15 personnes âgées, chacune avec son histoire, chacune avec sa poule. Ce fut alors qu'ils reçurent une lettre. Elle venait d'une organisation nationale de défense des droits des personnes âgées, leur annonçant qu'ils avaient remporté un prix d'initiative sociale. Le prix comprenait 50 000 €. 50 000. Odette n'en revenait pas. On peut faire tellement de choses avec ça. Marcel pensait déjà aux possibilités. Ils utilisèrent l'argent pour améliorer les installations. Ils construisirent une petite infirmerie, achetèrent du matériel, engagèrent une infirmière à mi-temps. Et ils gardèrent une partie pour les urgences. La vie était belle, mais comme toujours, il y avait d'autres défis à relever. Un jour, un inspecteur de la mairie se présenta. Il dit avoir reçu des plaintes selon lesquelles le refuge fonctionnait de manière irrégulière. « Des plaintes de qui ?» demanda Maître Bernard, qui avait été appelé pour gérer la situation. L'inspecteur ne pouvait pas le dire, mais Maître Bernard avait ses soupçons. Il fit quelques recherches et découvrit. C'étaient Mathieu et Christophe, les fils qui ne s'étaient jamais repentis. « Ils ne supportent pas que vous ayez avancé sans eux, » dit Maître Bernard, indigné. Mais la plainte souleva un vrai problème. Le refuge avait besoin de licences spécifiques pour fonctionner. Des licences qui coûteraient cher et mettraient du temps à être délivrées. « Nous allons devoir fermer. » Odette était désespérée. « Non, si je peux l'éviter. » Maître Bernard se mit au travail. Ce furent des mois de bureaucratie, de papiers, d'inspection, de taxes. Chaque jour était un combat. Les résidents vivaient dans la peur de devoir partir, de retourner à des situations difficiles.
Ne vous inquiétez pas, Odette tentait de les calmer. Nous ne laisserons personne sans abri. Maître Bernard obtint une injonction pour que le refuge continue de fonctionner pendant que les licences étaient traitées. Mais il devait trouver de l'argent pour les taxes et les mises aux normes. Ce fut alors que Madame Marthe eut une idée. Faisons des pâtisseries et vendons-les. Du pain, des gâteaux, des confitures. Tout le monde ici sait faire quelque chose. L'idée prit. Ils transformèrent la cuisine communautaire en une petite production. Odette apprenait à faire du pain. Madame Marthe dirigeait les gâteaux. Le père Benoît faisait du clafoutis. Madame Thérèse faisait du nougat. Julien et Lucie emmenaient les produits les vendre au marché du Var. Le succès fut immédiat. Les délices du refuge de l'Espérance, annonçait-il. Fait avec amour par des aînés qui ont été abandonnés, mais ne se sont pas rendus. L'histoire attira de nouveau l'attention. Plus de reportages, plus de dons. Et finalement, les licences furent accordées. Le jour où ils reçurent la dernière approbation, ils firent une fête. Ils avaient gagné une autre bataille. « Vos fils ont essayé de nous abattre », dit le père Benoît à Marcel. « Mais nous sommes trop forts. »« Ce n'est pas nous », corrigea Marcel. « C'est nous tous ensemble qui sommes trop forts. » 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour pluvieux sur la route. Le refuge de l'Espérance était maintenant une référence. D'autres lieux similaires se créaient, inspirés par l'histoire d'Odette et Marcel. Ils avaient maintenant 20 maisonnettes, un immense potager, un poulailler avec plus de 50 poules, une cuisine professionnelle pour la production de pâtisseries et une équipe de bénévoles qui aidaient. Julien avait épousé Claire, l'infirmière. Il vivait dans une des maisonnettes et co-dirigeait le refuge avec Odette et Marcel. « Vous n'avez pas besoin de travailler autant, » disait Claire. « Reposez-vous, profitez. C'est ça, profiter, » répondait Odette. « Voir ces gens heureux, savoir que nous faisons la différence. » Lucie et Sébastien continuaient de s'occuper de la partie agricole. Sébastien s'était complètement rétabli et enseignait maintenant l'agriculture aux résidents qui s'y intéressaient. « Ma vie a changé quand je vous ai rencontré, » dit Sébastien lors d'une visite. « Vous auriez pu nous prendre la terre. Vous auriez pu ne penser qu'à vous. Mais vous ne l'avez pas fait. Parce que la vie, ce n'est pas ça, » répondit Odette. « Ce n'est pas accumuler pour soi. C'est diviser, partager, aider. » Espérance, maintenant âgée de 6 ans, restait aux côtés d'Odette. Elle était plus vieille, picorait plus lentement, mais c'était la même compagne fidèle. Cette poule aurait déjà dû partir, disait le vétérinaire qui visitait le refuge. Mais on dirait qu'elle a une mission ici. Elle en a une, oui, convenait Odette. Elle doit encore me tenir compagnie. Un jour, une lettre arriva. C'était de Mathieu, le fils aîné. Il n'était pas apparu pendant ces 5 années. La lettre était courte. « Papa, maman, je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que j'ai été le pire des fils. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je vois les reportages sur vous. Je vois le bien que vous faites et je meurs de honte de ce que j'ai fait. Je ne demande pas pardon, car je ne le mérite pas. Je demande juste que vous sachiez que, au fond, je suis fier de vous, même si je ne mérite pas de l'être. Mathieu. » Odette lut et relut la lettre. Marcel était à ses côtés. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle. « Je pense qu'il regrette vraiment, mais regretter ne suffit pas. Ne devrions-nous pas lui donner une chance, comme nous l'avons donnée à Julien ?» Marcel réfléchit longuement. Julien a prouvé qu'il avait changé. Il est venu à demander pardon, à travailler, à montrer. Mathieu n'a envoyé qu'une lettre. Mais c'est peut-être sa façon de commencer. S'il le veut vraiment, qu'il vienne ici, qu'il nous regarde dans les yeux, qu'il demande pardon pour de vrai, alors on verra. La lettre resta sans réponse. Mais 3 mois plus tard, Mathieu apparut. Il arriva en voiture, seul, avec des vêtements simples. Il était différent, plus maigre, des cheveux blancs, des cernes profonds. « Papa, maman » dit-il d'une voix étranglée en les voyant. Odette et Marcel étaient sur la véranda de la maison principale. Espérance était à côté d'Odette, comme toujours. « Que veux-tu, Mathieu » Marcel n'avait aucune émotion dans la voix. « Demander pardon pour de vrai. En vous regardant dans les yeux. »« Quand, Mathieu ? Et il t'a fallu 5 ans pour avoir le courage d'apparaître ici. Je sais. Et chaque jour de ces 5 ans a été un enfer. Vous voir à la télé, savoir le bien que vous faites, savoir que j'ai essayé de vous détruire. » Il se mit à pleurer. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Odette regarda son fils. Elle voyait de la sincérité, un réel repentir. Mais elle voyait aussi la douleur qu'il avait causée. « Mathieu, tu n'as pas seulement été cruel, tu as été calculateur. Tu as planifié de tout nous prendre. Et quand tu n'as pas réussi, tu as essayé de nous détruire avec des plaintes, des ragots. Je sais, maman, je sais tout.
et je porterai ça pour le reste de ma vie. Et Christophe, il vient, demanda Marcel. Mathieu secoua la tête. Christophe est toujours le même. Il ne veut rien savoir de vous. J'ai rompu avec lui. Je ne peux plus côtoyer quelqu'un comme ça, même si c'est mon frère. Espérance descendit de la chaise et s'approcha de Mathieu. Elle lui piqûra les chaussures, comme elle l'avait fait avec Julien des années plus tôt. Odette observa. « Espérance ne picore pas n'importe qui, dit-elle. Seulement ceux dont elle sent qu'ils ont un bon cœur. »« Je n'ai pas un bon cœur, sanglota Mathieu. J'ai le cœur pourri. »« Tu l'avais, corrigea Odette. Tu avais le cœur pourri. Mais peut-être que tu peux changer. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à réparer. Vous me donneriez cette chance ?» Marcel et Odette se regardèrent. C'était difficile, très difficile. Mais s'ils avaient appris quelque chose pendant toutes ces années, c'était sur les secondes chances. « Une chance, dit Marcel. Comme nous l'avons donnée à Julien, mais tu devras le prouver par des actes, pas par des paroles. » Mathieu accepta. Il commença doucement. Il venait chaque week-end. Il aidait là où c'était nécessaire. Il ne parlait pas beaucoup. Il travaillait juste. Il portait des charges, réparait des choses, nettoyait. Les autres résidents du refuge se méfièrent de lui. « C'est le mauvais fils, n'est-ce pas ?» commentait-il. Mais peu à peu, voyant son effort, ils commencèrent à l'accepter. Le père Benoît fut le premier à lui donner une chance. « Mon garçon, tu t'y connais en poule ?» demanda-t-il un jour. « J'ai appris quand j'étais petit. »« Ma mère m'a appris. Alors viens, j'ai besoin d'aide au poulailler. » En travaillant côte à côte, Mathieu s'ouvrit. « J'ai tout gâché, père Benoît. Par cupidité, par orgueil, par méchanceté même. Mais tu es là maintenant. Tu essaies de réparer. Et si je n'ai pas le temps? Mes parents ont déjà 73 et 75 ans. Et s'ils partent avant que je puisse me racheter? » Le père Benoît s'arrêta et regarda Mathieu. « Garçon, la rédemption, ce n'est pas une question de temps. C'est ce que tu fais du temps qu'il te reste. Si tes parents partaient demain, ils sauraient que tu as essayé. Et c'est déjà quelque chose. Moi plus. » Tard, Mathieu avait gagné leur confiance. Il ne venait plus seulement les week-ends, mais dès qu'il le pouvait. Il aidait financièrement, apportait des dons, utilisait ses contacts pour obtenir des choses pour le refuge. « Il a vraiment changé, » dit Julien à ses parents. « Je le vois dans ses yeux. » Odette était d'accord. Elle voyait dans le regard de Mathieu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'humilité, un remords authentique, une réelle volonté de réparer les choses. Ce fut un dimanche après-midi qu'Odette appela Mathieu pour lui parler en tête-à-tête. « Assieds-toi là, mon fils. » Mathieu s'assit, les mains nerveuses. « Tu as changé, Mathieu. Je le vois, ton père le voit. Tout le monde ici le voit. Merci de le remarquer, maman. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Et je veux la vérité. Tout ce que tu veux, maman. Pourquoi as-tu changé? Est-ce parce que tu as vu qu'on s'en sortait bien et tu as eu des remords? Ou est-ce parce que tu as vraiment compris ce que tu avais fait de mal? » Mathieu réfléchit avant de répondre. « Au début, c'était des remords, oui. Vous voir heureux, faire le bien pendant que j'étais misérable. Mais après, il déglutit difficilement. C'était de la honte d'être qui j'étais, et de la peur. Peur de mourir en étant cet homme horrible. Peur qu'à la fin, je n'aie personne. Comme les résidents d'ici qui ont été abandonnés. J'ai vu mon avenir en eux. J'ai vu que si je continuais comme ça, je serais dans cette situation un jour. » Odette prit la main de son fils. « Tu sais ce que j'ai appris, Mathieu? C'est qu'on a toujours le choix. Tes frères et toi, vous avez choisi de nous abandonner. Tu as choisi d'essayer de nous détruire après. Mais tu as aussi choisi de revenir. Tu as choisi de changer. Et ce sont ces choix qui définissent qui nous sommes. Tu me pardonnes, maman. »« Vraiment ?» Odette regarda son fils dans les yeux. Elle vit le garçon qu'il avait été, plein de rêves. Elle vit l'homme qu'il était devenu, plein de cupidité. Et elle vit celui qu'il essayait d'être maintenant, plein de repentir. « Je te pardonne, mon fils. Mais tu dois aussi te pardonner à toi-même, parce que tant que tu ne le feras pas, tu resteras prisonnier de ce que tu as été. » Mathieu serra sa mère dans ses bras et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Il pleura pour la douleur qu'il avait causée, pour les années perdues, pour le temps qui ne reviendrait jamais. Mais il pleura aussi de soulagement, le soulagement d'être pardonné. Marcel vit la scène de loin. Il s'approcha lentement. « Papa. » Mathieu se leva. « Papa, je... » Marcel le serra dans ses bras. Ce fut tout ce qu'il eut besoin de faire. Ce soir-là, pour la première fois en 5 ans, ils dînèrent ensemble comme une famille. Odette, Marcel, Julien, Claire et Mathieu. Espérance picorait sous la table,
attrapant les miettes qui tombaient. « Vous savez ce qui manque » dit Julien. « Christophe. Christophe a fait son choix, répondit Mathieu. J'ai essayé, mais il ne veut pas changer. Et toi » Marcel regarda Mathieu. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je veux rester. Je veux vivre ici, aider au refuge, si vous me le permettez. »« Il y a une maisonnette de libre, dit Odette. Elle est à toi si tu veux. » Mathieu accepta. Il quitta sa vie en ville, son travail dans une entreprise, tout. Il vint vivre au refuge de l'Espérance. Les mois suivants, ils formèrent une équipe. Julien s'occupait de la partie administrative, Mathieu de l'entretien et de l'expansion, Claire de la santé, et Odette et Marcel du cœur de l'endroit, de l'accueil. Le refuge continua de grandir, non pas en taille, mais en impact. Des gens d'autres régions venaient visiter, apprendre, répliquer l'idée. « Vous inspirez la France entière », disait une journaliste lors d'une interview. « Nous faisons juste ce qui est juste », répondait Odette, avec espérance sur les genoux. Comme toujours. 8 ans après ce jour sur la route, ils firent une grande célébration. C'était le 55e anniversaire de mariage d'Odette et Marcel, et le 8e anniversaire du refuge de l'Espérance. Des centaines de personnes vinrent. Tous les résidents qui étaient passés par le refuge, tous ceux qui y vivaient, les bénévoles, les donateurs. Même une chaîne de télévision vint couvrir l'événement. « Comment vous sentez-vous » demanda la journaliste. Odette regarda autour d'elle. Elle voyait Lucie et Sébastien avec leur famille, prospères et heureux. Elle voyait le père Benoît rire avec les poules. Elle voyait Madame Marthe servir du gâteau à tout le monde. Elle voyait Julien et Claire avec leur petit garçon qui courait partout. Elle voyait Mathieu aider à tout organiser, un sourire aux lèvres. « Nous nous sentons bénis, » répondit-elle. « Parce que nous avons tout perdu, mais nous avons gagné bien plus. »« Qu'avez-vous gagné, madame ?»« Une vraie famille, un but, et la certitude que, quoi qu'il arrive, l'amour gagne toujours. » La vieille valise était exposée à l'entrée du refuge. Ils en avaient fait un symbole. À l'intérieur, ils gardèrent les documents des terres, la lettre du père de Marcel et une photo du jour où ils étaient arrivés à Beauregard, trempés et désespérés. « Pour nous souvenir d'où nous venons, expliquait Marcel à ceux qui demandaient, et pour ne jamais oublier que parfois, les plus grandes richesses sont cachées dans les moments les plus difficiles. » Espérance, maintenant âgée de 8 ans, était vieille. Elle ne picorait plus autant. Elle passait le plus clair de son temps à dormir sur les genoux d'Odette. Le vétérinaire disait qu'elle n'en avait plus pour longtemps. « Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des poules, » expliquait-il. C'est comme si elle attendait quelque chose. Un matin, Odette se réveilla et Espérance ne bougeait pas. Son cœur se serra. Elle prit la poule avec précaution, sentant qu'elle était déjà en train de partir. « Marcel » appela-t-elle d'une voix étranglée. Marcel se réveilla et comprit sur le champ. « Notre petite s'en va. » Ils appelèrent Julien, Mathieu et Claire. Tous se réunirent autour d'Espérance. « Merci, ma fille. » Odette caressait les plumes blanches. « Merci pour tout, pour nous avoir sauvés, pour nous avoir donné de l'espoir, pour être restés avec nous tout ce temps. » Espérance ouvrit les yeux, regarda Odette et émit un faible piaulement. Puis, tranquillement, elle ferma les yeux pour la dernière fois. Odette pleura. Marcel pleura. Tout le monde pleura. Ils enterrèrent Espérance dans un coin spécial du refuge, sous un arbre. Ils mirent une plaque. « Espérance, la poule qui a tout changé. » « Elle a accompli sa mission, dit le père Benoît. « Elle vous a sauvés, elle nous a sauvés, elle a sauvé cet endroit. » Les semaines suivantes, la tristesse fit place à la paix. Espérance avait vécu une vie longue et heureuse. Elle avait fait plus de différence que bien des humains. Un jour, une petite poule blanche, un poussin, apparut au refuge. Personne ne savait d'où elle venait. Elle apparut simplement et alla directement vers Odette. « Regarde ça, dit Julien. Elle est exactement comme Espérance. » « Ce n'est pas Espérance. » Odette prit la poulette. « Mais c'est peut-être un signe que nous devons continuer. » Ils baptisèrent la nouvelle poule Foi et elle devint la nouvelle mascotte du refuge. Les années continuèrent de passer. Odette et Marcel vieillirent, plus fragiles, mais ne perdirent jamais l'éclat dans leurs yeux. « Fatigué, mon cher » demandait Odette. « Fatigué mais heureux » répondait Marcel toujours. À 78 et 80 ans, ils décidèrent de passer entièrement la gestion du refuge à Julien et Mathieu. Mais ils continuèrent à y vivre, faisant ce qu'ils pouvaient. Un après-midi, assis sur le même banc où ils s'étaient assis tant de fois, regardant le coucher de soleil sur le refuge qu'ils avaient créé, Odette soupira. « Ça valait le coup, n'est-ce pas, Marcel ?»
Chaque seconde, ma chère. Chaque seconde. Si tu pouvais revenir à ce jour sur la route, en sachant tout ce qui allait se passer, tu referais tout. Marcel réfléchit. Je le ferai. Parce que tout cela nous a amenés jusqu'ici. Et c'est ici que nous devions être. Odette se blottit contre son épaule. Je t'aime, mon vieux. Depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et je t'aime encore plus. Ils restèrent là, regardant Foi picorer dans la cour avec les autres poules, regardant les résidents marcher entre les maisonnettes, regardant Julien et Mathieu travailler ensemble, de vrais frères maintenant. On a réussi, Marcel, murmura Odette. On a transformé la douleur en amour, l'abandon en accueil, la perte en gain. On réussit toujours, Odette, parce qu'on s'est toujours eu l'un l'autre. Et là, sur ce banc, avec le soleil se couchant et peignant le ciel d'orange et de rose, deux personnes âgées, qui avaient été abandonnées, mais ne s'étaient pas rendues, qui avaient tout perdu, mais avaient gagné bien plus, se serrèrent dans les bras, unis par l'amour de 55 ans, par la lutte partagée, par la victoire conquise. Le refuge de l'espérance continuerait. Il continuerait à accueillir, à aimer, à aider. Parce qu'Odette et Marcel avaient prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'âge ne définit pas la capacité de faire le bien, et que, parfois, les plus grandes bénédictions viennent des plus grandes douleurs. Et tout avait commencé avec 3 filles qui avaient abandonné leurs parents sur la route avec seulement une valise et une poule. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dans cette valise. Ils n'avaient aucune idée de la force de ses parents. Ils n'avaient aucune idée qu'en essayant de détruire, ils avaient fini par créer quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Pensez-vous que les fils méritaient le pardon? Feriez-vous la même chose qu'Odette et Marcel, transformant la douleur en amour pour aider les autres? Laissez votre opinion sincère dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. Votre participation fait toute la différence.